Chère étudiante, chers étudiants, bonjour. Dans cette présentation, je vais essayer de vous expliquer la notion de dualité en programmation linéaire. Donc, on va essayer de traiter l'exemple suivant. Alors, soit une entreprise de menuiserie qui produit des tables, des chaises et des armoires en utilisant bien sûr des ressources qui sont limitées telles que le bois, les heures d'assemblage et les heures de finition. Alors, une table consomme 3 unités de bois, 2 unités d'heures d'assemblage et 1 heure de finition. Une chaise consomme 4 unités de bois, 1 unité d'assemblage, 3 unités de finition. Et pour l'armoire, consomme 2 unités de bois, 2 heures d'assemblage et 2 heures de finition. La quantité disponible de bois est de 60 unités, 40 unités d'heures d'assemblage et 80 heures de finition. Pour le bénéfice réalisé lors de la production de ces produits, alors une table rapporte 2 unités monétaires, une chaise rapporte 4 unités et un armoire rapporte 3 unités. Donc le programme linéaire est le suivant. Donc pour la fonction objectif, c'est maximiser z égale 2x1 plus 4x2 plus 3x3, bien sûr avec 3 contraintes qui sont liées aux ressources limitées. Alors, maintenant, je vais vous présenter le dernier tableau de la résolution de ce problème par la méthode du simplex que vous connaissez déjà. Alors, comme vous voyez sur votre écran, le dernier tableau de la procédure du simplex est le suivant. Alors, on sait que x1, c'est la quantité à produire de tables, x2, la quantité à produire de chaises, et x3, c'est la quantité à produire d'armoires. Et puisqu'on a 3 ressources, alors on a 3 contraintes, donc on a 3 variables d'écart E1, E2, E3. Alors dans le dernier tableau, il reste x2, x3 et e3 dans les variables de base. Donc au départ, on a 3 variables de décision, x1, x2, x3, et 3 variables d'écart, e1, e2, e3. Donc au total, on a 6. Mais dans la solution optimale, il reste seulement 3 parmi les variables de base, x2, x3 et e3. Par contre, x1, il n'existe pas dans la base, donc c'est une variable hors base. E1 et E2 aussi, ce sont deux variables hors base. Alors, la solution optimale, puisque x1, il n'existe pas dans la base, donc x1 étoile égale 0. x2 étoile égale 20 sur 3. Et x3 étoile égale 50 sur 3. Et si on remplace ces trois valeurs dans la fonction z, on obtient z étoile égale 230 sur 3. Maintenant, pour les variables d'écart, E1, il n'existe pas dans la base. Donc E1 égale 0.
La même chose pour E2 égale 0 et E3 égale 80 sur 3. Ça veut dire quoi? E1 égale 0, ça veut dire qu'il y a épuisement total de la quantité du bois disponible. Il ne reste pas du bois à la fin de production. E2 aussi égale 0, c'est-à-dire les heures d'assemblage, ils sont totalement consommées. Et pour E3 égale 80 sur 3, c'est-à-dire après production, il reste encore 80 sur 3 heures de finition. Alors, si on remplace x1, x2, x3 dans les trois contraintes, on trouve pour la première contrainte, il y a une égalité. Égalité, c'est-à-dire que la contrainte est saturée, c'est-à-dire la quantité de bois est consommée. La même chose, si on remplace dans la contrainte numéro 2, on va trouver une égalité. Donc, la contrainte est saturée. Donc, c'est-à-dire que la quantité d'heures d'assemblage est totalement consommée. C'est-à-dire E1 égale 0, épuisement dans la matière 1, E2 égale 0, épuisement dans la matière 2. Par contre, E3 égale 80 sur 3, c'est-à-dire si on remplace dans les x1, x2, x3 dans la troisième contrainte, on ne va pas trouver l'égalité, on va trouver une différence de 80 sur 3. Maintenant, on va essayer d'interpréter la valeur ou bien les valeurs marginales des éléments de production. Il faut remarquer dans la dernière ligne, c'est J moins ZJ. Pour E1, on trouve moins 5 sur 6. Moins 5 sur 6, le signe moins signifie qu'il y a consommation ou bien épuisement de la matière. Maintenant, la valeur 5 sur 6. 5 sur 6, c'est la valeur d'une unité de bois dans le produit fini. C'est-à-dire que si on cherche à acheter une unité supplémentaire de bois, il ne faut pas payer plus que 5 sur 6. D'une part. D'autre part, si on utilise une unité supplémentaire de bois dans notre production, la valeur de Z augmente de 5 sur 6. Et si on n'utilise pas une unité de bois, alors la valeur de Z diminue de 5 sur 6. La même chose pour E2. La valeur d'une heure d'assemblage est de 2 sur 3 et il y a épuisement total de la ressource numéro 2. C'est-à-dire, si on n'utilise pas une unité, on va perdre 2 sur 3. La valeur de Z va diminuer de 2 sur 3. Et si on utilise une unité supplémentaire, c'est-à-dire une heure d'assemblage supplémentaire, la valeur de Z va augmenter de 2 sur 3. Donc ici, il y a la même interprétation pour le bois et pour les heures d'assemblage, E1 et E2. Maintenant, il reste E3 égale 0, c'est-à-dire que la valeur marginale égale 0. Pourquoi? Parce que la solution est optimale et il reste encore 80 sur 3. C'est-à-dire, si on n'utilise pas une unité ou bien une heure de finition, on ne va rien perdre dans Z. Et d'autre part, si on utilise une unité supplémentaire, une heure de finition, la fonction Z ne change pas. Pourquoi? Parce que la fonction elle est optimale et il reste encore 80 sur 3. C'est la raison pour laquelle la valeur marginale de E3 égale à 0.
Alors, dans cette, dans cette partie, je vais essayer de vous expliquer la notion de dualité. Alors, le premier modèle, c'est un problème de maximisation, s'appelle le programme primal. Et à chaque programme primal, on peut définir son dual. Alors, devant vous, il y a deux programmes. Il y a un programme de maximisation et un programme de minimisation. Alors, si le primal est un programme de maximisation, alors le dual est un problème de minimisation. Et inversement, si le primal est minimisation, alors le dual est un problème de maximisation. Alors maintenant, comment on peut déterminer le dual à partir du primal? Alors, dans notre exemple, le producteur cherche à maximiser son bénéfice. Il essaie de produire le maximum de tables, de chaises et d'armoires pour maximiser Z. Bien sûr, en utilisant le bois, les heures d'assemblage et l'heure de finition. Alors maintenant, supposons qu'un acheteur s'intéresse à l'achat de toute la matière première. Il s'intéresse à l'achat de toute la quantité de bois, assemblage, l'heure d'assemblage et les heures de finition. Alors, l'acheteur, son objectif, c'est de minimiser le prix d'achat de toutes les ressources. Alors, supposons que le prix d'une unité du bois est de Y1. Le prix d'une heure d'assemblage est Y2 et le prix d'une heure de finition est de Y3. La quantité disponible, c'est 60, 40 et 80. Alors l'objectif de l'acheteur, c'est minimiser Z' égale 60Y1 plus 40Y2 plus 80Y3. Alors il faut remarquer qu'il y a une maximisation du primal et une minimisation du dual. Si le primal cherche à maximiser son bénéfice, alors le dual, il cherche à minimiser son coût, le coût d'achat de toutes les ressources. Alors, deuxième remarque, s'il vous plaît, qu'il faut faire, c'est que la fonction objectif dans le problème dual, elle est composée des quantités de ressources disponibles multipliées par le prix unitaire de chaque ressource. Maintenant, pour les contraintes. Alors, on a pour une table consomme dans le primal 3 unités de bois, 2 unités d'assemblage et une unité de finition. D'accord? Alors on va essayer de calculer le prix de toutes les ressources qui entrent dans la production d'une table. Alors, le prix de bois, c'est 3Y1. Pourquoi? Parce que pour une table, il faut 3 unités de bois multiplié par Y1, le prix d'une unité. Donc 3Y1, c'est le prix de la quantité du bois qui entre dans la production d'une table. Maintenant, les heures d'assemblage. Pour une table, il faut 2 heures. Et le prix d'une heure, c'est Y2. Donc 2Y2, c'est le prix des heures, je dis bien des heures d'assemblage qui entrent dans la production d'une table. Maintenant, pour la finition, une table a besoin d'une heure, une heure de finition. Donc 1 fois Y3, c'est le prix des heures de finition nécessaires pour la production d'une table. Donc, le prix de toutes les ressources qui entrent dans la production d'une table, c'est 3Y1 plus 2Y2 plus 1Y3. Alors, le prix de ces ressources, il doit être supérieur ou égal
au bénéfice réalisé par une table. Donc, c'est la raison pour laquelle on écrit 3y1 plus 2y2 plus 1y3 supérieur ou égal à 2. Alors, tout ce qu'on a dit pour une table est valable pour une chaise, c'est la deuxième contrainte, et aussi pour un armoire, c'est la troisième contrainte. Il faut remarquer, s'il vous plaît, que pour passer du primal au dual, comme si on passe d'une matrice à son transposé, c'est-à-dire la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Il faut regarder le primal. Alors, la première ligne, on a 3x1 plus 4x2 plus 2x3. On a les coefficients 3, 4, 2. Alors, cette première ligne devient une colonne dans le dual 3, 4, 2. Donc, la première ligne du primal devient la première colonne du dual. La même chose, la deuxième ligne du primal devient la deuxième colonne du dual. Et enfin, la troisième ligne aussi du primal devient la troisième colonne du dual. Donc, pour former le dual, on définit la fonction objectif. Si le primal est maximisation, alors l'objectif est minimisation. Alors, on va multiplier les coefficients de disponibilité ou bien les quantités de ressources fois le prix de chaque ressource, qui sont des y1, y2, y3, etc. Alors, pour la première contrainte, il faut prendre la première colonne, 3, 2, 1. Il faut multiplier 3 fois y1, plus 2 fois y2, plus 1 fois y3. Il faut passer à la deuxième colonne, 4 fois y1, 1 fois y2 et 3 fois y3. Et enfin, la troisième colonne, 2y1 plus 2y2 plus 2y3. Maintenant, si les contraintes dans le primal sont de type inférieur ou égal, alors dans le dual, elles vont devenir de type supérieur ou égal. Supérieur ou égal à quoi? Supérieur au coefficient qui se trouve dans la fonction objective du primal. Donc, dans notre exemple, on a dans la maximisation de z, les coefficients, on a 2, 4, 3 dans la fonction z. Alors, 2, 4, 3, ils vont se transformer en second membre du problème dual. Donc, il faut faire le transposé de la matrice pour partir du primal au dual. Alors maintenant, on va essayer de présenter comment déduire la solution du dual à partir de primal. Et je dis bien déduire, et ce n'est pas calculer, c'est déduire. C'est-à-dire, si on a un problème primal de maximisation et on fait la procédure, ou bien les tableaux de simplex, et on obtient un tableau optimal et on obtient la solution du primal, alors ce n'est pas la peine de refaire les calculs pour le dual. Il suffit de déduire la solution à partir du dernier tableau optimal de primal. Alors, comme vous voyez sur votre écran, donc pour le problème primal de maximisation, on a le tableau final, on a la solution et on a z étoile. Donc, on a x1 0, x2 20 sur 3, x3 50 sur 3, e1 0, e2 0, e3 80 sur 3 et enfin z étoile égale 230 sur 3. Alors, on a passé au dual par le transposé de la matrice. Donc, on a défini le programme linéaire de minimisation du dual. Maintenant, on va essayer de trouver la solution du dual à partir du primal. Alors, pour déduire cette solution, il faut s'orienter vers la dernière ligne du tableau du primal. Alors, le dernier tableau optimal, les CJ-
ZJ. Alors il faut remarquer qu'il y a les CJ moins ZJ, ce sont les écarts, les CJ moins ZJ. Alors, on a moins 11 sur 3, 0 et 0 pour x1, x2, x3. Et on a la partie qui est en jaune, moins 5 sur 6, moins 2 sur 3 et 0. Alors, pour le primal, on a x1, x2, x3 et les variables d'écart E1, E2, E3. Maintenant, pour le dual, on a trois variables y1, y2, y3 qui représentent les prix unitaires des ressources. Et on a aussi des variables d'écart E'1, E'2 et E'3. Alors, les variables de décision y1, y2, y3 égales au CJ moins ZJ des variables d'écart en valeur absolue. Donc, on a E1. Essayez de suivre s'il vous plaît. E1 dans le primal, c'est la variable d'écart. Il représente la ressource numéro 1, bois. Il a une valeur marginale de 5 sur 6. Et on a le moins parce qu'on a déjà dit qu'il y a un épuisement de la ressource. Donc, cette variable, c'est moins 5 sur 6. Et E1, il représente la matière bois, c'est la ressource numéro 1. Alors, Y1 égale la valeur absolue de moins 5 sur 6 égale 5 sur 6. Pour E2, il représente la variable d'écart numéro 2 dans le primal. Il représente la ressource numéro 2 qui est les heures d'assemblage. Et dans le dual Y2, c'est le prix d'heure d'assemblage. Donc Y2 égale la valeur absolue de moins 2 sur 3 égale 2 sur 3. Enfin, E3 dans le primal représente les heures de finition. Donc Y3 égale la valeur absolue de 0 égale 0. Donc Y1 5 sur 6, Y2 2 sur 3, Y3 égale 0. Alors il faut remarquer que les variables de décision dans le dual sont les CJ-ZJ des variables d'écart en valeur absolue, ce qui est en jaune. Maintenant, les variables d'écart E'1, E'2, E'3, on va essayer de les déduire à partir de CJ-ZJ de X1, X2, X3. Il faut remarquer que X1, on a moins 11 sur 3, donc E1 égale la valeur absolue, c'est 11 sur 3. Pour X2, on a 0, donc E'2 égale 0. Et pour X3, on a 0, donc E'3 égale 0. Et si on remplace Y1, Y2, Y3 dans la fonction Z', on obtient 230 sur 3. C'est la raison pour laquelle, à l'optimum, la valeur de Z étoile égale Z' étoile. Donc, en conclusion, dans le primal, il y a des variables de décision et il y a des variables d'écart. Et dans le dual aussi, il y a des variables de décision et il y a des variables d'écart. Sauf les variables, les CJ moins ZJ des variables de décision, ce sont les solutions d'écart. Et les CJ moins ZJ des variables d'écart deviennent des solutions des variables de décision. C'est-à-dire, les variables de décision deviennent solutions d'écart. Les CJ moins ZJ, je dis bien les CJ moins ZJ des variables d'écart deviennent les solutions des variables de décision dans le dual. Et les CJ moins ZJ des variables de décision dans le primal devient des solutions des variables d'écart dans le dual. Donc il y a une inversion. Les décisions deviennent écart et l'écart devient décision.